La personne et l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau fascinent. Pour beaucoup, il est au centre des valeurs essentielles à notre monde. Les idées de liberté, d'égalité, la Révolution française, les grands thèmes de la littérature et des sciences humaines. Nul mieux que Rousseau n'a annoncé les temps nouveaux. C'est le seul penseur qui, à partir de la fiction de l'impossible, crée du possible. Son rêve a produit un nouveau monde. Si Jean-Jacques Rousseau a été l'objet de jugements aussi contradictoires, c'est qu'il a pris dans tous les domaines qu'il a abordés une position résolument novatrice. En plein XVIIIe siècle, il plaide pour les droits des déshérités. Il affirme que l'éducation doit commencer par le caractère et qu'elle doit tendre à former des hommes plus que des esprits. Il excelle à traquer les stratégies du désir. Il proclame que la souveraineté est une et indivisible. Il dénonce le théâtre-spectacle qui isole les individus. Il prône le respect de la nature et il met en garde sur les dangers de la théorie du progrès. Rien n'échappe à l'investigation de Jean-Jacques Rousseau. L'immensité de son œuvre en témoigne. Et pourtant, que d'incompréhension et de malentendus autour de l'homme et de l'œuvre. Après ses vagabondages en Suisse et ses premiers voyages en France et en Italie, Rousseau ne parcourt l'Europe que pour fuir les condamnations qui partout sanctionnent la publication de l'Émile et du contrat social. Il affronte la même intolérance à Paris et à Genève, sa ville natale. Les railleries des philosophes le poursuivront jusqu'en Angleterre. À ses yeux, les grandes métropoles concentrent les vices de son siècle. Jean-Jacques ne connaît un véritable bonheur que lorsqu'il peut se rapprocher d'une nature dont son œuvre littéraire nous propose de nombreux tableaux. Il regrette toujours d'être obligé de quitter les forêts et les montagnes qui accueillent ses rêveries et qui nourrissent son herbier. Les rives du lac Léman, les Charmettes, l'île de Saint-Pierre lui offrent ses plus belles heures. Jean-Jacques Rousseau est l'un des premiers écrivains qui, en plein siècle des Lumières, critique les artifices de la vie parisienne. Il se brouille avec ses amis encyclopédistes lorsque ceux-ci s'inquiètent de le voir se cacher à la campagne. C'est pourtant dans la capitale que les révolutionnaires installeront ses cendres. Rédigés dans des circonstances souvent difficiles, les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau entretiennent une relation complexe avec la philosophie du XVIIIe siècle. Comme ses plus célèbres contemporains, l'auteur de l'Émile et des lettres écrites de la montagne se montre un fervent défenseur de la tolérance religieuse et de la liberté de penser. Après Voltaire et Condillac, il ne manque pas de critiquer les systèmes abstraits élaborés depuis Descartes. Rousseau nous donne toutefois une image plus contrastée du siècle des Lumières. Il s'attaque à l'irreligion des philosophes comme à l'idéologie du progrès, qui s'incarne dans une encyclopédie à laquelle il collabora à ses débuts en rédigeant les articles consacrés à la musique. Il exprime les plus vigoureuses réserves à l'endroit des théories modernes de la représentation politique, auxquelles il oppose le visage vertueux des cités antiques. Mais l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau dépasse ses prises de position polémiques. Il invente le genre de l'autobiographie dans les Confessions, puis le subvertit dans les rêveries du promeneur solitaire. Il place le droit inaliénable à la liberté au cœur de la pensée politique. Et selon Claude Lévi-Strauss, le discours sur l'origine de l'inégalité fonde l'anthropologie. L'homme moderne, en lisant ces textes, apprend que le fait n'est pas le droit, et qu'il ne peut se connaître qu'en s'écartant de son état présent. Adulé par les uns, exécré par les autres, Jean-Jacques a cristallisé sur son œuvre et sur sa personne les passions les plus vives. Cependant, ni saint ni monstre, sa vie fut celle d'un homme qui, après avoir vainement cherché sa place dans la société, dut se résigner à ne la trouver que dans ses marges, et finalement contre elle. Après une éducation bâclée, il fait l'expérience dès son adolescence de tous les métiers, de toutes les conditions sociales. Il est tour à tour artisan, vagabond, laquais, maître de musique, précepteur, secrétaire d'ambassade. Ce n'est qu'à l'approche de la quarantaine qu'il prend véritablement conscience de sa vocation philosophique et littéraire. Son premier écrit philosophique, le Discours sur les sciences et les arts, en 1750, puis 2 ans plus tard, son opéra, Le Devin du village, lui valent une gloire éclatante. À ce brillant succès, il préfère cependant une vie solitaire et retirée. Ses grandes œuvres, La Nouvelle Héloïse, Le Contrat social et l'Émile, s'élaboreront pendant ses années de retraite et de calme. Mais la société qu'il veut fuir aura tôt fait de le rattraper. La publication de l'Émile en 1762 est immédiatement suivie d'un décret qui condamne son auteur à l'exil. Jean-Jacques retrouve alors les chemins de l'errance.
Mais celle-ci n'est plus comme autrefois quête d'aventure. C'est la fuite d'un proscrit traqué et chassé de toutes parts. Ce n'est que dans les dernières années de sa vie qu'il retrouvera un peu de tranquillité et de paix. Cette existence difficile et si souvent dramatique porte la marque d'une subjectivité maladivement inapte à la vie sociale. Elle témoigne surtout d'un conflit insurmontable entre les principes de Rousseau et la société de son temps, comme l'effort d'un homme qui a cherché l'accord, toujours aléatoire et toujours à reconquérir, entre sa vie et sa pensée. Les Confessions énumèrent les déceptions de Jean-Jacques, qui ne trouva pas parmi les philosophes les amis sincères que son cœur réclamait. Mais ces brouilles ne doivent pas nous cacher l'importance des relations que l'œuvre de Rousseau entretient avec les textes de Condillac, de Diderot ou même de Jean-Philippe Rameau. Et si le discours sur l'inégalité critique violemment Hobbes ou Pufendorf, leur lecture occupe une place notable dans la formation des idées politiques de Rousseau. Songeons surtout à Voltaire. Le jeune Jean-Jacques veut d'abord imiter ce glorieux modèle. Mais en philosophe, Rousseau concentrera sa critique des gens de lettres sur le sage de Ferney. Rousseau ne juge pas aussi sévèrement tous ses contemporains. Fontenelle l'accueille généreusement à Paris. Monsieur de Malesherbes se voit confier une ébauche des Confessions au moment où Rousseau craint de succomber à la maladie. Le clergé catholique, qui en la personne de Christophe de Beaumont s'acharne à condamner l'auteur de l'Émile, présente lui-même les visages plus aimables de l'abbé Guême et de l'abbé Gattier, qui inspirent le personnage du vicaire savoyard. Mais Rousseau n'est pas seulement un raisonneur. Les attaques des philosophes meurtrissent une sensibilité qui, auprès de Madame de Warens, Sophie d'Oudetot ou Thérèse, sa compagne dévouée et simple, éprouve toute la gamme des passions humaines, l'amour, l'amitié, mais aussi la honte. En somme, les Confessions ne nous proposent pas simplement l'autobiographie d'un solitaire, elles nous fournissent un témoignage irremplaçable sur la vie intellectuelle au siècle des Lumières. On doit venir m'arrêter demain. Pourquoi? L'Émile a été condamné par le Parlement. Mais pourquoi? Ils disent que j'attaque l'Église et l'État. Mais j'ai fait que dire la vérité. Ils vont te mettre en prison alors? Pas encore. Le prince de Conti a obtenu du Parlement qu'on ne m'arrête pas si je m'éloigne. Mais tu vas aller où? Je sais pas encore. Ma décision est déjà prise, monsieur le maréchal. Je quitterai la France. Mais peut-être pourriez-vous demeurer quelques jours chez nous, incognito, le temps de réfléchir. Je ne veux pas me cacher. Je partirai aujourd'hui même. Où? À Genève? J'y ai pensé, mais ce serait une sottise. Les citoyens sont peut-être pour moi, mais le gouvernement a détesté mon discours sur l'inégalité, et surtout, ils sont très influencés par la France et par Voltaire. Il n'y a pas de place pour nous deux. Messieurs, je vous présente Mademoiselle Thérèse Levasseur, notre nouvelle lingère, qui nous vient d'Orléans. La cité de la Pucelle. Seriez-vous victime, mademoiselle, de cette déplorable tradition historique? Vous n'êtes pas très drôle, messieurs. Seriez-vous un chevalier de la vertu, Rousseau? Pourquoi pas? Je ne suis plus une jeune fille comme vous croyez. Je croyais ne pouvoir aimer que les demoiselles de la grande société. Non en raison de leur état, mais à cause de leur teint mieux conservé, de leurs mains blanches, leurs dentelles. Pourtant, c'est avec Thérèse que j'ai vécu pendant tant d'années. Thérèse, j'ai longuement réfléchi. Je crois que je t'aime. Tu le sais? Mais il faut que je te dise une chose. Une chose grave. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais jamais non plus je t'épouserai. En vertu de son système criminel, Jean-Jacques Rousseau, l'auteur de l'Émile ou de l'Éducation, ose détruire la vérité des Saintes Écritures, la certitude des miracles, l'infaillibilité de la révélation, l'autorité de l'Église, et il porte le blasphème jusqu'à donner pour ridicule la religion chrétienne. Et il ajoute des propositions indécentes qui tendent à saper l'autorité souveraine
et affaiblir l'amour et le respect des peuples pour leur roi. Je te salue, Suisse. Terre de liberté. Magnifique et honoré Seigneur de Genève, par tous les motifs ci-devant énumérés, je conclus que les deux ouvrages de Jean-Jacques Rousseau intitulés le premier du contrat social, le second l'Émile ou de l'éducation, soient lacérés et brûlés comme téméraires, scandaleux, destructifs de la religion chrétienne et de tous les gouvernements, et que défense soit faite à tout libraire d'en vendre, d'éviter ou distribuer en cette ville. Nous allons donc entrer chez le roi de Prusse. Vous ne l'avez guère ménagé. Frédéric II a toujours été un tyran qui a bafoué le droit des gens. C'est pour cela que je l'ai un peu malmené. J'espère qu'il ne vous en garde pas rigueur. Il ne refusera pas l'asile à un homme qui a osé lui dire quelques vérités par amour de la justice. Il me fait confiance. Voilà les costumes que tu as commandés à la couturière de la maréchale. Ça sera plus commode pour mes bandages. Et puis, ça me serrera beaucoup moins que la culotte. Tu vas tout de même pas sortir avec cet accoutrement. D'abord, je me moque du candidaton. Et puis, c'est pas eux qui me s'ennuient. Il te manque plus que des talons hauts. C'est un peu extravagant, je suis d'accord. Mais j'expliquerai au pasteur pourquoi cet habit me convient. Et je lui demanderai la permission de me présenter à l'église comme ça. Ils vont se tordre les côtes. Puisqu'on m'interdit d'écrire, d'exercer mon métier d'homme, eh bien, je m'habille en femme. On me fait passer pour un impie et pour un sournois destructeur de la religion chrétienne, monsieur le pasteur. C'est malheureusement ce qu'on reproche à votre vicaire savoyard, monsieur Rousseau. J'ai pourtant écrit que si la mort de Socrate était celle d'un sage, la mort du Christ était celle d'un Dieu. C'est le Fils de Dieu, monsieur Rousseau. Et cela peut-être que vous ne l'affirmez pas assez. Il est tout de même curieux, monsieur le pasteur, qu'on brûle mes livres comme sacrilège, et que des philosophes comme Diderot, Voltaire, d'Holbach, d'Alembert me considèrent comme un traître parce que je crois en Dieu. Les passions humaines obscurcissent parfois la vérité, monsieur Rousseau. Mais tôt ou tard, grâce à Dieu, la vérité se fait jour. Madame la baronne de Varins? Oui. J'ai eu une lettre de recommandation pour vous. Vous êtes venu de Genève à pied? Oui, madame. Vous êtes bien jeune pour parcourir le monde, monsieur Rousseau. Vous avez fait déjà beaucoup de progrès, Jean-Jacques. J'ai tellement de plaisir, madame. Enfin, mes vœux sont accomplis. Plus j'examine cette campagne solitaire et ses beautés, loin de la fureur des hommes,
plus je sens qu'elle est faite pour moi. Ô nature, tu es ma mère. Et puis un jour, à Paris, en allant voir mon ami Diderot qui était emprisonné à Vincennes, j'ai été comme foudroyé par une révélation. D'un seul coup, tout est devenu clair dans mon esprit. Je voyais tout ce que j'avais à dire sur les abus et les contradictions de la société dans laquelle nous vivons. Je voyais que l'homme est né naturellement bon, mais que ce sont les institutions qui l'ont rendu méchant. Toute mon œuvre à venir était là, qui bouillonnait en moi. J'étais pris comme par une sorte d'ivresse. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer. Je me suis laissé tomber au pied d'un arbre et je suis resté là comme étourdi pendant près d'une heure. Ah, si seulement j'avais pu exprimer dans mes livres le centième de tout ce que j'ai entrevu ce jour-là. Maintenant, je suis rassuré sur votre sort. Car je sais aujourd'hui que vous pouvez vivre en toute tranquillité ici. Moi aussi, je suis rassuré. Parce que je sais maintenant que je peux renoncer à mon titre de citoyen de Genève. J'y pensais depuis longtemps d'ailleurs. Je vais pouvoir le leur dire en face. Est-ce que ce n'est pas là une décision trop grave, non? Je sais, mais je n'ai plus rien à attendre d'eux. Je n'ai plus rien à attendre d'une patrie où l'on me condamne injustement et où personne ne prend ma défense. C'est le gouvernement de Genève qui vous condamne, Jean-Jacques. Mais vous ne pouvez pas confondre le gouvernement et vos amis genevois. Quels amis, Excellence? On me pourchasse comme un criminel et les amis dont vous parlez se cachent. En livrant mes 5 enfants à l'hospice des enfants trouvés, faute de pouvoir les élever moi-même, j'avais cru faire un acte de citoyen et de père. En cela, je croyais suivre une coutume de l'époque. Plus d'une fois, les regrets et les remords de mon cœur m'ont appris que je m'étais trompé. Qu'est-ce qu'il y a? Change de religion comme de chemise. Occupe-toi plutôt de tes gosses. On ne veut plus que tes enfants par ici. Alors Ça devait arriver. Je te l'avais dit. De toutes les habitations où j'ai demeuré, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux que l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, où je me réfugiais après la lapidation de Motier. J'aurais pu y passer 2 ans, 2 siècles, et toute l'éternité, sans m'y ennuyer un seul moment. Sophie, ne réponds pas, je t'en supplie.
Laisse-moi seulement te dire qu'en cet instant, je suis à toi tout entier, malgré moi et malgré toi. L'amour désespéré que je te porte et celui plein d'espoir que tu as pour ton amant se confondent. Et les larmes de bonheur que tu verses en pensant à lui pendant que je te parle, je les recueille sur tes lèvres, comme la marque d'une tendresse qui ne m'est pas destinée, mais à laquelle, sans vouloir t'offenser, je m'associe. Quel est ce bonheur que je goûtais au cours de mes promenades dans cette île, loin de la méchanceté des hommes? C'était la rêverie que je pouvais savourer ici dans toute sa douceur et qui donne à notre âme une paix durable et une stabilité qu'on ne trouve pas dans le délire des passions et ce qu'on appelle ordinairement les plaisirs de la vie. Je ne sais plus ce que c'est qu'une fleur. C'est comme la beauté. On la sent. On ne peut pas la définir. Parce que les fleurs, ce n'est pas seulement l'élégance de la forme, la douceur d'un parfum, le charme d'un nom. C'est bien plus que cela. C'est véritablement un miracle d'organisation. Sans compter que les plantes ont aussi des vertus médicinales. Il faut étudier les fleurs pour elles-mêmes, mon cher Duperrot. Leur naissance, leur croissance, leur vie et leur mort. Elles ne nous ont pas été données pour être broyées dans un mortier, servir pour des lavements. À quoi sert-elle alors, la botanique? Ah, la connaissance des plantes ne doit pas servir seulement pour le corps, mon cher Duperrot. Quand on admire une fleur, hors de toute considération utilitaire, c'est comme si on se purgeait là. Il me faudra donc toujours être séparé de ceux que j'aime. Rompre avec mes meilleurs amis. Chercher seul la vérité contre tous. Me brouiller avec ceux-là même qui me voulaient du bien. Vous aimez la tempête, cher monsieur Rousseau? Car bientôt nous risquons de la voir. Je crois plutôt que ce sont les tempêtes qui m'aiment, cher Davidio. Vous allez bientôt retrouver chez nous un royaume de verdure, de liberté et de paix, cher monsieur Rousseau. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, généreux, sublime quand je l'ai été. Ils dorment tous dans cette maison, bon Dieu. Je suis né à Genève en 1712 d'Isaac Rousseau, citoyen,
et de Suzanne Bernard, citoyenne. Je naquis infirme et malade, je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Dès que l'intelligence de son fils fut éveillée, Caton se chargea lui-même de lui apprendre à lire. Et il rédigea pour lui un livre d'histoire, pour mieux connaître les anciennes traditions de son pays. On dit qu'il se gardait devant l'adolescent de toute indécence de langage. C'est ainsi que Caton accomplissait une noble tâche en formant son fils à la vertu. Avoue que c'est toi qui l'as cassé, ce peigne. J'ai pas cassé ce peigne, maman. Je le jure. Petit menteur. Si ton père était là, qu'est-ce qu'il dirait? Je le jure. Le mensonge est un péché aussi grave que le vol. Tu le sauras maintenant, Jean-Jacques. J'ai pas cassé ce peigne. Je le jure. Je n'avais pas cassé le peigne de mademoiselle Lambercier. Et ce premier sentiment d'injustice est resté si profondément gravé en moi qu'aujourd'hui encore, mon cœur s'enflamme au récit de toute action injuste. Maman avait loué au-dessus de Chambéry une maison de campagne dans un paysage de grâce et d'innocence. J'étais dans ma 25e année. Ici commence le court bonheur de ma vie. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons. Je lisais, j'étais oisif. Je travaillais au jardin et le bonheur me suivait partout. Il était tout en moi-même. Il ne pouvait me quitter un seul instant. J'ai vraiment vécu la nuit la plus terrible de ma vie. Qu'est-ce qu'on vous a fait encore, mon pauvre Jean-Jacques? Du Pérou, l'un de mes plus fidèles amis, m'a soupçonné de l'avoir empoisonné alors que je le soignais pour un accès de goutte. Vous dramatisez, Jean-Jacques. Du Pérou est parfaitement rétabli. Je sais, mais le mal est fait. Ils me soupçonnent tous maintenant. Deschamps, le concierge, le perruquier, les domestiques, le jardinier, le vicaire lui-même. Ils ont tous monté le visage contre moi. Vous vous trompez, cher ami. Ils sont peut-être un peu rustres, mais ils n'ont aucune malveillance à votre égard. Ce sont des niaiseries de paysans et de valets. Ils me méprisent, Excellence, parce que je ne porte pas l'habit, ni l'épée, et que je n'ai même plus de nom. Je ne suis plus rien. Je n'existe plus. Je suis rayé de la carte du monde. Vous dites que vous n'existez plus, et l'Europe ne parle que de vous. Pour me déshonorer, pour mieux me détruire. D'ailleurs, le complot n'a fait que s'étendre. C'est vrai, je suis faible, je suis vil et méprisable, comme tous les hommes. C'est vrai, quand j'étais domestique, j'ai laissé accuser une pauvre servante pour un ruban que j'avais volé. Pardonne-moi, Marion, jamais je n'oublierai ton regard. C'est vrai.
J'ai abandonné lâchement un brave homme, un ami, qui était foudroyé par une attaque, qui se tordait de douleur en pleine rue. C'est vrai. J'ai obligé Thérèse à abandonner les enfants. Je me suis brouillé avec tout le monde, avec tous mes amis, avec tous ceux qui me voulaient du bien. Est-ce que Diderot avait raison? Est-ce qu'il n'y a que le méchant qui soit seul? Alors peut-être je suis cet homme-là, oui. Mais je sais aussi que je l'ai avoué, j'ai tout confessé au monde. Je sais que mon repentir est plus grand que mes fautes. Je sais qu'au fond de moi, il y a l'innocence, l'amitié la plus tendre et un besoin désespéré d'aimer les hommes. Votre devin du village est un triomphe, monsieur Rousseau. Quelle fraîcheur, quelle innocence. C'est comme un air frais qui nous vient des montagnes. Ça nous change de la grandiloquence de nos vieux opéras. Il y a mis une touche populaire de la musique italienne. Monsieur Rousseau, Sa Majesté Louis XV vous attend demain à 11 heures. Elle est ravie par le devin de village au point d'en fredonner les airs dès son lever. Elle désire vous témoigner son admiration en vous offrant une pension. Si j'acceptais la pension du roi, je n'avais plus mon indépendance. Je n'avais plus la liberté d'écrire ce que j'avais à écrire. Au temps de mes errances, j'entrai un jour las et affamé chez un paysan dont la maison n'avait pas belle apparence. Je le priai de me donner à manger en payant. Il m'offrit du lait écrémé et du gros pain d'orge en me disant que c'est tout ce qu'il avait. Je lui racontai mon histoire. Il m'examina et jugea de la vérité de mes propos à la vue de mon appétit. Il me dit tout soudain que j'étais un bon jeune homme, qui n'était pas là pour le dénoncer. Et ouvrant une petite trappe à côté de la cuisine, il descendit et revint un moment après avec un jambon très appétissant et une bouteille de vin. Quand le moment de payer arriva, il fut pris de frayeur et ne voulut pas de mon argent. Il me parla avec un trouble extraordinaire des taxes dont les paysans étaient écrasés, et il ajouta qu'il serait un homme perdu si on pouvait se douter qu'il ne mourrait pas de faim. Tout ce qu'il me dit à ce propos, et dont je n'avais pas la moindre idée, me fit une impression qui ne s'effacera jamais. Ce fut là le germe de cette haine inextinguible qui s'est développée dans mon cœur contre les vexations qu'éprouvait le malheureux peuple et contre tous ceux qui l'oppriment. Je viens aujourd'hui déposer dans ta demeure ce livre où j'ai mis mon cœur à nu.
Alors, toi aussi, Dieu de justice et de vérité, tu me rejettes. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? Le marquis de Gérardin nous offre d'aller vivre chez lui. Où ça? Il a une grande propriété à Ermenonville, avec un parc magnifique. Je partirai demain pour reconnaître les lieux. Allons-y. Je t'écrirai de Chenonceau. Le moment venu, je te ferai signe. Tu viendras me rejoindre à l'île Saint-Pierre avec les bagages. Tu viendras me rejoindre dès que ce sera possible. Je t'écrirai. Je suis heureux que tu sois là maintenant. Tu m'as dit quand on s'est connus que tu ne m'abandonnerais jamais. Pas moi maintenant qui vais te laisser tout seul. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône, avec la même sincérité. Et puis, qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Quand je songe, Thérèse, à tant d'années vécues ensemble, à tant d'épreuves que nous avons traversées, à votre sincérité, à votre dévouement sans défaillance, j'éprouve aujourd'hui, en même temps qu'une immense gratitude, un sentiment de paix et de sérénité nouvelle. Vous avez été, pendant toutes ces années, la plus douce des consolations pour moi, le plus ferme des soutiens contre les persécutions des hommes et les misères de l'exil. C'est pourquoi, aujourd'hui, 29 août 1768, je vous demande solennellement de me répondre par oui, si vous consentez à devenir mon épouse, devant Dieu et devant les hommes.